groupe et puis mes collègues élus, M. Testori et M. Masardaï d'être présents, donc puis la police municipale. Donc on a souhaité, avec M. le procureur et puis avec la police nationale, puisque vous représentez le DSP, tenir une conférence de presse à un an presque du lancement de l'acte 2 de la tranquillité publique, puisque lors de ce lancement de cet acte 2 qui avait été fait par le maire de Dijon à la police municipale, eh bien, on avait présenté des projets d'évolution en matière de prévention de la tranquillité publique. Donc déjà, toute la consolidation de l'action préventive que l'on faisait, le renforcement de la police municipale, et puis la mobilisation des acteurs de la sécurité et de la justice. Donc l'objectif, c'est de vous présenter rapidement les avancées de cet axe 2, puisqu'on est près à un an, et puis de montrer quelle forme pour un travail partenarial que nous avons renforcé autour de la problématique des rodéos, puisque nous allons également, c'est ça qu'on va vous présenter, signer une convention avec le procureur de la République et le président de Dijon Métropole qui va nous aider à renforcer cette problématique des rodéos. Donc peut-être rapidement pour revenir par rapport à ce qui concerne plus généralement l'action de prévention concernant les troubles à la tranquillité et à la sécurité. Donc rappelez que la semaine dernière s'est tenue la séance plénière du CLSPD. Donc CLSPD, c'est Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, donc qui est une instance qui se réunit en général chaque année. Bon, il y a eu le Covid, et donc c'est la première, ça a été cette installation depuis les élections municipales. Donc lors de cette séance qui où était présent monsieur le procureur bien sûr, et puis le directeur de cabinet du préfet, eh bien il y a eu un état des lieux des phénomènes de la délinquance qui a été dressé. Et puis avec l'ensemble des partenaires, l'éducation, la médiation, la tranquillité, les bailleurs sociaux, eh bien, ça a été l'occasion de rappeler chacun nos engagements qui avaient été pris notamment dans le cadre du contrat de sécurité intégré pour lutter contre les troubles à la tranquillité, les phénomènes de délinquance. Je rappelle aussi qu'à cette occasion, nous avons parlé de la prévention spécialisée, puisque la métropole donc, a récupéré cette compétence, qui était avant une compétence du département, et donc nous allons renforcer les éducateurs de rue, et vous avez pu lire peut-être sur les réseaux ou dans la presse que nous sommes en train de justement recruter ces éducateurs de rue, puisque voilà, la chaîne de la sécurité et de la tranquillité publique, ça commence avec la prévention, la médiation, ensuite avec la présence policière, la dissuasion, la sanction ensuite, et là c'est là où la justice rentre, et puis la réparation aussi pour les victimes. Donc c'est toute une chaîne qui doit être consolidée. Je vais parler plus particulièrement de la police municipale maintenant. Donc je rappelle que le recrutement se poursuit. Je le dis, mais toutes les villes sont confrontées à des problèmes de recrutement parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres d'emploi, mais il se poursuit. Et d'ailleurs, nous avons valorisé aussi, pour être plus attractif, la rémunération de nos policiers au niveau interne. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui a permis également d'être plus attractif et puis de favoriser ce qu'on appelle la mobilité interne. Nous sommes aujourd'hui à 65 policiers municipaux. Il y en a 5 qui vont arriver très prochainement, atteindre 70. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est d'atteindre rapidement les 100 policiers municipaux. Mais malheureusement, certains nous quittent, se forment et puis ensuite vont dans d'autres collectivités. Alors, les nouvelles dispositions de la loi sur, je crois que c'est la loi sur la sécurité globale, puisque c'est des problématiques que j'avais pu remonter avec d'autres élus au Beauvau de la sécurité. Et donc, dans les nouvelles propositions de cette loi, un policier s'engagera, lorsqu'il vient dans une commune, à rester 3 ans, puisque la collectivité va le former, donc investi. Et donc, si le policier municipal ne reste pas au bout de ces 3 ans, il devra lui-même
lui-même rembourser cette formation à la collectivité. Avant, c'était la collectivité qui l'accueillait, qui remboursait, mais la loi maintenant dit que c'est le policier lui-même qui remboursera ses frais de formation s'il ne reste pas au moins 3 ans dans la collectivité qui l'a accueilli et qui l'a formé. Donc j'espère que ça permettra en tout cas de les garder un peu plus longtemps, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que certains viennent à Dijon parce qu'ils savent qu'ils sont bien formés, bien accueillis, et partent tout de suite après, parfois dans des communes voisines, très voisines. Donc il se poursuit. Le renforcement aussi de cette police et l'attractivité passe aussi par l'équipement de la police municipale en armes létales. Donc ça y est, l'ensemble de l'équipe de soirée, et d'ailleurs je les félicite, j'ai eu l'occasion d'aller les voir lorsqu'ils étaient formés, ils ont tous eu l'agrément. On a reçu les arrêtés de la préfecture. Eh bien, je tiens à saluer vraiment la réactivité de la préfecture, parce que dans d'autres départements, pas si lointains, ça met beaucoup plus de temps, parce que les gens sont formés, mais tant qu'il n'y a pas les arrêtés du préfet, eh bien, les policiers ne peuvent pas donc, être armés. Pour, comment dire, respecter nos instances de dialogue social, nous allons attendre un prochain comité technique qui se tiendra aux alentours, je crois, du 18 novembre, pour présenter aux organisations syndicales voilà, l'état des lieux. Enfin, ils sont au courant, hein, ils savent que l'équipe de soirée sera armée. Et donc on peut dire que, on peut dire que c'est le mardi 23. Donc le mardi 23 novembre, eh bien, la police de soirée de la ville de Dijon sera armée sur la voie publique. Voilà. Pour respecter toutes les étapes, hein, c'est long et à la fois court en même temps. Et puis peut-être rappeler, et puis je crois qu'il y a un policier qui a le droit, parce que c'est un formateur, donc il a le droit de porter l'arme. Donc l'arme dont est dotée la police municipale de Dijon, c'est le Glock 17 de 5e génération. Donc c'est un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm. Le choix de cette arme s'est fait en s'appuyant sur les armuriers, mais aussi sur les MMA, donc les policiers formateurs. Je pense que c'est une arme fiable, en tout cas c'est les retours que nous avons. Tout ceci c'est vraiment réglementé, comme la formation, les conditions d'âge, etc. Donc voilà, on va peut-être pas vous demander de la sortir. Ah, il n'a pas le droit. Ou alors tout simple vente. Ou alors tout simple vente. Mais voilà, c'est la personne voilà, qui a, voilà, c'est ce terme-là. Et on a vraiment des très bons retours voilà, des collègues policiers. Je crois que aussi c'est des armes que connaissent la police nationale. Peut-être qu'ils vont être équipés dans un deuxième temps. On avait parlé aussi à l'occasion de l'acte 2 de la tranquillité publique d'étendre à nouveau les horaires de l'équipe de soirée. Et donc ce sera, c'est actuellement c'est effectif. Donc l'équipe de soirée dorénavant travaille jusqu'à 2h30 du matin. Elle travaillait jusqu'à 1h du matin lorsque nous avions annoncé l'acte 1 de la tranquillité publique. Pourquoi 2h30 du matin? Puisque à Dijon, les bars et restaurants ferment à 2h. Sauf ceux qui ont des dérogations qui ferment un peu plus tard. Et donc, pour pouvoir respecter la fin, alors les terrasses se ferment plus tôt, mais pour pouvoir être présent sur la voie publique à l'occasion de cette heure qui voilà, peut générer des troubles de tranquillité publique, voire plus, et bien nos policiers municipaux seront sur le terrain, et également pour vérifier que les cafés-restaurateurs respectent bien ces horaires. Je dis à Dijon parce que dans d'autres villes, c'est 1h du matin, donc c'est une spécificité à Dijon depuis de longues dates. Mais en tout cas, il faut que cette spécificité elle soit respectée, qu'à 2h du matin, eh bien, les gens respectent la règle. Et puis, sur ce qui, comment dire, nous a aussi incité à faire cette conférence de presse, c'est l'action de lutte contre les rodéos. Nous en avions parlé aussi à l'occasion de l'acte 2 de la tranquillité publique et lorsque nous avions signé le contrat de sécurité intégré. C'est vrai qu'il y a vraiment une volonté commune de lutter contre ce phénomène des rodéos. Et là, pareil, pour être efficace, ça doit mobiliser l'ensemble des acteurs de la sécurité.
c'est-à-dire la police nationale bien sûr, la justice, et ils en parleront, mais également la police municipale et nos opérateurs au centre, alors c'est le CIVO, c'est le centre de supervision urbain. Rappelez-moi le nom de l'acronyme CIVO. Information et de veille opérationnelle. Voilà, centre d'information et de veille opérationnelle. Donc en gros, c'est les caméras de vidéoprotection qui sont visionnées sur le site ON Dijon par des opérateurs qui ont bien sûr l'agrément. Et donc, eh bien, il faut que toute cette chaîne aussi fonctionne bien pour pouvoir punir les actes de ces rodéos qui, on peut le dire, pourrissent la vie des personnes au quotidien, et notamment dans le quartier de la Fontaine-Louche, ce qui explique aussi pourquoi on a souhaité faire cette conférence présente. Donc, je rappelle qu'il y a eu des opérations conjointes, contrôle et visibilité qui ont été organisées en lien avec la police nationale. J'en parlerai, je crois qu'il y a eu des consignes au niveau national, mais également en lien avec la police municipale sur plusieurs quartiers. Et d'ailleurs, vous avez pu en voir également au centre-ville, au cœur de ville, puisqu'il y a eu cet été des opérations, notamment sur la place du théâtre. Il y a également des aménagements qui ont été faits, voilà, parce qu'on essaye d'activer tous les leviers pour éviter voilà, que ces rodéos, que ce soit en moto ou en voiture, alors je ne sais pas si on appelle ça rodéo en voiture, mais en tout cas, vous avez eu un drame qui s'est quand même passé au mois de juin à Dijon, et il y a eu d'ailleurs la famille qui a organisé une marche blanche en mémoire au jeune Enzo, dont la vie a été supprimée par quelqu'un, voilà, bon, maintenant je laisse, c'est la justice, etc. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de lutter voilà, contre tous ces phénomènes, donc par les caméras de vidéoprotection, par la mobilisation de la police municipale, par ensuite, je vous laisserai parler, la mobilisation de la police nationale. Et moi, juste pour un chiffre, pour vous donner un chiffre, la police municipale, depuis le 1er mai, a réalisé 102 contrôles routiers et de vitesse sur ce sujet. Et concernant la vidéoprotection, puisqu'elle est bien sûr mobilisée, puisque c'est un outil qui permet à la fois de détecter et de situer précisément et aussi de vidéo-verbaliser ces incivilités. Et depuis le début de l'année, eh bien 97 faits de rodéo, actes assimilés tels que les comportements routiers inadaptés, eh bien, ont pu être verbalisés par le biais de la vidéoprotection. Donc, ensuite, eh bien, c'est un travail, et je laisserai parler entre le parquet et l'OMP, puisque lorsque les personnes derrière leur caméra constatent ces faits, ensuite c'est transmis à l'OMP, à la police nationale, mais je crois qu'il y a vraiment un travail conjoint, et on a pu voir, et je les remercie, qu'ensuite ça débouche sur des infractions. Alors c'est sûr, pour les habitants, parfois ils ne le voient pas directement, parce que parfois il n'est pas possible d'arrêter l'acte de rodéo sur le fait. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, cela ne reste pas impuni sur Dijon, puisque grâce à la mobilisation de tous les acteurs et à l'outil de vidéoprotection, eh bien, on arrive ensuite à donner des infractions, puisque bien sûr, on est obligé de respecter toutes les règles et la loi lorsque ces personnes sont arrêtées. Et donc pour renforcer cette lutte contre les rodéos, eh bien aujourd'hui, et c'est l'objet de cette signature, il y aura un levier supplémentaire, puisqu'un protocole voilà, a été signé, il sera signé entre le président de la métropole et le procureur de la République, qui permettra eh bien, de prendre en charge pendant la procédure les véhicules motorisés. Voilà rapidement ce que je voulais dire au niveau de la ville de Dijon. Et puis maintenant, je ne sais pas si j'ai oublié, après il y aura peut-être des questions-réponses, mais je passe la parole au procureur ou comme vous le souhaitez. Oui, merci à ma première adjointe. Alors, il faut bien comprendre que l'objectif n'est pas d'opposer prévention de la délinquance et répression, c'est quelque chose qui est extrêmement complémentaire. Et notre présence à tous ici aujourd'hui est aussi là pour le montrer. Moi, je n'entends pas me cantonner au tribunal correctionnel, au prononcé de sanctions. Évidemment, le but est d'éviter que les infractions se commettent, et lorsqu'elles se commettent, de les sanctionner. Et sanctionner les infractions participe aussi de la prévention de celles-ci. C'est tout l'objet de la justice de proximité, dont je vous rappelle en quelques mots et très basiquement les grands principes.
une justice plus près, plus rapide, qui intervient plus souvent et de manière plus intégrée. Voilà. Plus près, ça veut dire rendre des décisions au plus près des habitants, avec le développement de points justice, de lieux où ce ne sont peut-être pas des jugements qui sont rendus, mais des décisions qui sont notifiées, des alternatives aux poursuites qui sont mises en œuvre. Et notre présence dans cette maison aujourd'hui est l'illustration aussi de cette volonté de la justice de proximité d'aller au plus près de nos concitoyens et au plus près de la délinquance qu'ils subissent. J'y reviendrai. Plus vite, parce que, et c'est un des grands griefs qui est fait, pas forcément illégitimement parfois à l'autorité judiciaire, que de mettre du temps à statuer, du temps à répondre aux faits de délinquance. Ce sera, à n'en point douter, un des points cruciaux des états généraux de la justice que d'essayer de construire une justice plus rapide. Eh bien, c'est déjà ce qui a été tenté et c'est déjà ce qui est en œuvre avec la justice de proximité. Réduire les délais, surtout pour les petites infractions, celles qui ne justifient pas une enquête judiciaire très longue, une information judiciaire ou la mise en œuvre de moyens très conséquents. Cette délinquance, qui est peut-être la délinquance du quotidien, la justice doit y répondre plus souvent, c'est-à-dire qu'un des objets de la justice de proximité, c'est aussi d'apporter des réponses là où auparavant il n'y en avait pas, faute de moyens, et des moyens très conséquents ont été dégagés au soutien de cette justice de proximité pour répondre à, je dirais, le bas du spectre de la délinquance. Le bas du spectre, c'est pas, ça veut dire que c'est pas grave, c'est au contraire les infractions qui, pour reprendre votre expression, pourrissent la vie de nos concitoyens, qui sont parfois plus impactés par un trouble de voisinage que par un proxénétisme international dont ils ne voient ni les effets, ni les ressorts humains et financiers. Donc c'est répondre à ces infractions du quotidien. Une liste indicative de 300 contraventions et délits a été émise pour justement montrer ce à quoi il faut répondre. C'est l'officier du ministère public qui se charge de partie de ces contraventions, et puis le procureur et le parquet pour les contraventions les plus graves et les délits les moins graves. Et enfin, la justice de proximité, c'est une justice plus intégrée, plus partenariale, et le récent procureur dijonnais que je suis peut témoigner de la force des partenariats locaux. Nous le devons à l'action évidemment des collectivités, la ville de Dijon en particulier, sans doute à l'action de mon prédécesseur qui a su aussi développer cela. Enfin, je prends mes fonctions avec cet atout d'une culture de l'échange, d'une culture du partenariat, d'un respect mutuel très fort et d'un travailler ensemble qui est fortement installé, et croyez bien que c'est extrêmement confortable. Alors, cette convention Rodéo, elle illustre un peu tout ça. Son objectif, c'est de répondre à ce type d'infraction, y compris les comportements les moins dangereux des rodéos, et je pense à un certain nombre de contraventions. C'est d'y répondre plus systématiquement, c'est d'y répondre plus rapidement, et c'est d'y répondre parce que, et vous l'avez dit, ce sont des infractions qui se commettent sous les fenêtres, pour ne pas dire sous les roues de la poussette de nos concitoyens, vraiment au plus près, et qui sont génératrices d'un trouble important. Je veux remercier très sincèrement Dijon Métropole de s'engager dans cette convention dont l'objet est d'assurer le gardiennage des véhicules saisis dans l'attente de la confiscation par l'autorité judiciaire. Avant de le développer en quelques mots, vous dire que c'est un sujet qui, mais vous le direz bien mieux que moi, engage depuis longtemps la police nationale dans la métropole, qui effectue des opérations régulières de lutte contre les rodéos, qui est sur le terrain.
Moi, je me contente de signer des autorisations de contrôle d'identité, sont des réquisitions, et puis la police nationale comme la police municipale sont sur le terrain pour procéder à ces contrôles. Il y a un engagement, lorsque les infractions sont constatées, de l'officier du ministère public à les poursuivre devant l'audience du tribunal de proximité, à ne pas utiliser de mode un peu plus rapide, voire parfois dégradé de poursuite, mais vraiment d'attraire les personnes à l'audience. Et il y a même un engagement du directeur des finances publiques de prioriser le recouvrement des amendes prononcées en matière de rodéo. Et pas pour la symbolique, pour que les amendes qui sont prononcées puissent être effectivement exécutées. Il restait un dernier étage à la fusée qui est un levier extrêmement important pour les comportements les plus dangereux, ceux qui relèvent d'une qualification délictuelle, c'était la saisie et la confiscation de l'engin, qui est vraiment la réponse qui évite la récidive, puisque quand on prive de l'objet de l'infraction, la récidive en est évidemment entravée. Quel est l'objet de cette convention? Eh bien, un des freins à la saisie et à la confiscation de ces engins était souvent, c'est bassement matériel, mais il faut le dire, les frais de gardiennage qu'entraînaient ces procédures. Entre le moment où le véhicule était saisi et le moment où il était confisqué, parfois donc saisi à titre conservatoire, puis confisqué à titre définitif, pouvait s'écouler plusieurs mois. Mois pendant lesquels le garage requis sur autorisation du procureur conservait les véhicules et facture évidemment la prestation de gardiennage de ce véhicule. Et c'était un frein à la saisie en disant, écoutez, moi, l'audience, elle aura lieu dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois parfois. Je ne veux pas engager de frais pour conserver ce véhicule qui en plus n'a pas de valeur, donc on ne le saisit pas. Avec la convention que nous signons, Dijon Métropole s'engage à conserver, à faire conserver à ses frais ces véhicules, de sorte que les magistrats du parquet savent qu'ils n'engageront pas de frais de justice qui pourront être concentrés sur des expertises, enfin d'autres choses, ce qui va évidemment libérer un certain nombre de capacités de saisie. Évidemment, ce n'est pas parce que je ne paie pas directement que je me désintéresse du coût du gardiennage qui est pris en compte par Dijon Métropole. Donc, dans la convention, je m'engage à faire prioriser le jugement de ces dossiers et y à apporter une réponse la plus rapide possible, dans des délais qui sont fixés, et une réponse qui soit la confiscation, soit la restitution, mais pour limiter les frais engagés. Donc c'est un cercle doublement vertueux, d'abord parce qu'il permet, cette convention va permettre d'augmenter le nombre de saisies, donc d'augmenter le nombre de confiscations, mais aussi va obliger l'autorité judiciaire à répondre plus rapidement à ces délits et à les prioriser. Donc c'est une convention qui est vraiment dans la logique qui vous a été exposée, d'une logique partenariale, d'une sécurité intégrée, une logique de proximité et une logique de rapidité. Monsieur le procureur, Madame la adjointe, en complément de cette présentation très complète, on peut dire que la police nationale organise bien souvent en collaboration, en partenariat avec la police municipale, des opérations spécifiques de prévention et de lutte contre les rodéos qui s'inscrivent dans la lutte contre la délinquance générale. On organise une ou deux opérations spécifiques par semaine qui ont l'objectif donc de limiter les rodéos ou d'interpeller leurs auteurs, le plus souvent en exploitant la vidéoprotection, qui soit par la vidéoprotection, soit en essayant de confisquer, de saisir les engins lorsqu'ils sont à l'arrêt. Pourquoi? Parce que tenter d'interpeller les individus qui font des rodéos est très dangereux pour eux-mêmes et pour les gens qui circulent aux alentours.
Donc la collaboration avec la direction départementale, effectivement, des finances publiques, est quelque chose qui fonctionne bien, en lien avec l'OMP. Et l'élément clé, effectivement, de cette convention, c'est de pouvoir mettre de côté les engins, quand on sait que depuis quelques temps, donc régulièrement, on arrive à les saisir. Et c'est la partie la plus importante, c'est qu'on retire les engins des individus qui les commettent. Merci. Donc, je sais pas. Alors j'ai oublié de dire aussi, parce que ça fait partie aussi et c'est un levier aussi supplémentaire pour lutter contre les rodéos urbains, que la ville de Dijon souhaite s'équiper de radars sonores pour lutter contre ces phénomènes aussi de rodéo. En fait, c'était une disposition de la loi LOM, donc c'était la loi sur les mobilités, sur la mobilité, d'orientation sur les mobilités. Aujourd'hui, il y a des villes qui ont été choisies à titre expérimental, il y a 8 sites en France, mais on va saisir la préfecture pour pouvoir aussi s'équiper de ce type de radar, parce qu'au-delà effectivement de la nuisance visuelle, sous les fenêtres, etc., il y a aussi la nuisance sonore qui est insupportable. Donc voilà. Alors c'est expérimental, on a regardé pour l'instant, c'est dans les communes, il n'y a pas encore eu de verbalisation, mais voilà, ça se développe. Donc on voudrait que Dijon prenne le train pour être équipé de ces radars sonores. Combien de radars, vous savez déjà où ils seraient? Ah non, là, à ce stade, on est vraiment... voilà, je vous dis, il y a 8 sites expérimentaux, 8 villes, voilà, là on est vraiment pour engager la demande et voir si c'est encore possible, puisque c'était une préconisation de la loi LOM. Et ça flash à partir d'un certain niveau de décibels, en fait, c'est ça? Okay. Je pense, oui, c'est... Ça, c'est effectivement, il y a un seuil, et au-delà de ce seuil-là, il y a une verbalisation, un peu comme les radars de feu, en réalité. Hein, c'est grosso modo le même fonctionnement. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite, hein, c'est expérimental sur 8 sites, et donc là, on regarde un peu ce qui se fait, et puis on va essayer d'ajouter ce dispositif à tout ce qui est déjà mis en place. En tout cas, je pense que la convention voilà, qui va être signée va permettre effectivement d'aider vraiment, parce que c'est vrai que les gens ne comprenaient pas aussi pourquoi parfois on retrouvait le même véhicule le lendemain. Alors moi j'aimerais aller encore plus loin, comme je sais, c'est carrément les détruire, mais voilà, ils ne seront pas détruits en attendant, voilà, ils seront gardés par la fourrière. Une précision, si vous voulez bien, par rapport à ces rodéos urbains, qu'est-ce qu'on appelle vraiment forcément rodéo urbain? Est-ce que c'est plus aujourd'hui des gens en voiture, des gens en scooter, en moto? Et puis, deuxième question, en effet, que vont devenir les véhicules confisqués au bout du terme et d'éventuelles sanctions? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, le rodéo est une infraction spécifique qui a été créée il y a quelques années, qui, sans rentrer trop dans le détail, vient concentrer des comportements dangereux, sciemment commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Et si vous avez un comportement dangereux, c'est une contravention. Si vous cumulez ces comportements dangereux, vous pouvez obtenir la qualification délictuelle du rodéo motorisé, qui a un certain nombre de circonstances aggravantes, quand il est commis en réunion, quand il est commis dans certains sites. C'est véhicules à moteur, que ce soit des 2 roues, des 4 roues, quad ou voiture. Le périmètre de la convention que nous signons aujourd'hui sont ces infractions de rodéo motorisé, mais aussi les refus d'obtempérer commis à l'occasion de ce type d'infraction, ou les grands excès de vitesse commis là aussi lors de rodéo motorisé. Pour ce qui est du devenir du véhicule, lorsqu'un véhicule est confisqué et que la peine est définitive, il devient propriété de l'État. Il y a des véhicules qui sont revendus par le service des domaines ou par l'agence de gestion des avoirs criminels saisis. Et puis il y a des véhicules qui ne sont pas en état d'être revendus, tout simplement parce qu'ils ne sont pas homologués ou qui ne sont pas aux normes. Et dans ce cas-là, ils sont détruits. C'est bien une confiscation, la personne ne va pas récupérer son véhicule à terme. Absolument. Une fois qu'il est saisi, c'est terminé pour lui. Oui. Il y a des parquets, notre voisin, quasi-voisin de Besançon pratique cela. Il remet un certain nombre de véhicules à des lycées professionnels pour que les étudiants s'entraînent dessus, mais toujours dans un objectif de destruction.
Et sur cette ville-là, par exemple, on a vu une baisse du phénomène rodéo urbain, il y a un effet... Ça, je ne peux pas vous dire s'il a eu une baisse. Cette convention, ça existe ailleurs en France ou ça fait partie des premières villes à... Cette convention est la déclinaison d'une convention nationale qui avait été mise en œuvre par le garde des Sceaux et l'Association des maires de France, avec une volonté en effet de la décliner localement le plus possible. Il y en a déjà eu de signés, je ne saurais pas vous dire ni où ni combien, mais nous sommes au début d'un phénomène de généralisation, en tout cas avec les collectivités qui l'acceptent. Je reviens sur l'armement des policiers municipaux. Combien du coup de policiers municipaux ont reçu leur accréditation pour Ça le... fait 12. Et donc ils 12, seront les 12 membres de l'équipe de soirée. Et l'équipe de soirée, c'est de quelle heure à quelle heure du coup Alors c'est jusqu'à 2h30, alors l'heure... Aujourd'hui, de 17h36, on gère aussi du temps de travail. Hein. Oui. 17h36, 2h30 du matin, aujourd'hui. Et très rapidement, on va réduire la vacation de 19h30 à 2h30 du matin. Et au niveau rodéo, la ville de Dijon, elle se situe comment par rapport à ce qui se fait ailleurs en France en rodéo? On en a beaucoup, pas beaucoup. C'est difficile de vous donner une appréciation. Je ne dirais pas que c'est une ville particulièrement marquée. Maintenant, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas dans les agglomérations de taille moyenne ou petite et qui est en train de se développer. Donc, de là à vous dire qu'il y en a plus qu'ailleurs, il y en a plus qu'avant, mais ça c'est un phénomène général, d'où la volonté des pouvoirs publics d'y remédier le plus efficacement possible. Est-ce que les réseaux sociaux et l'éventuelle médiatisation de ces infractions jouent un rôle dans leur multiplication? Sans doute. Sans doute. Est-ce que vous savez à ce jour à peu près combien ça pourrait correspondre au niveau véhicule, nombre de véhicules qui pourraient être, avec le recul déjà que vous avez déjà arrêté comme ça ou pas encore? Je ne sais pas si vous avez une idée de la volumétrie. On n'a pas de nombre du chiffre particulier, enfin vraiment précis à vous communiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'élément clé, c'est de retirer des véhicules, des vélos notamment. Et régulièrement, on arrive à récupérer un véhicule et gérer 1 ou 2 véhicules par mois. D'accord. Déjà aujourd'hui. Et géographiquement parlant, ça bouge beaucoup ou c'est souvent dans les mêmes endroits? Nous, on a constaté des rodéos, en fait, il n'y a pas de quartier en particulier. On a eu des rodéos, effectivement, comme le disait Mme la première adjointe, en centre-ville, cet été. On a fait des opérations spécifiques centre-ville. Mais on a les gens qui circulent, d'abord ils circulent vite, souvent, et ils changent assez souvent d'un quartier à l'autre. Voilà, donc en fait, ils circulent sur toute la circonscription, l'agglomération dijonnaise. Mais c'est vrai, comme ça a été dit, j'étais hier, il y avait la commission de sécurité de l'Association des maires de France, donc c'est pas que les grandes villes, c'est aussi les plus petites villes, et c'est vraiment un phénomène maintenant, on voit partout, même dans des petites villes. On a l'impression que ça s'est, avec les confinements, ça a augmenté. Alors est-ce que, enfin voilà, je ne connais pas la raison, mais voilà, pour avoir échangé avec des maires de plus petites communes, c'est aussi voilà, des phénomènes. Alors on l'a vu même dans une commune de la métropole à Ouge, du coup son maire a été victime d'une agression suite à un rodéo. Il y a des faits marquants, mais on constate quand même que l'action de la police nationale, de la police municipale, par rapport à l'été précédent, il y a eu moins de rodéos constatés cette année. C'est un phénomène saisonnier. Quel est le coût estimatif pour la ville de Dijon? C'est pour la métropole, c'est dans le cadre de la délégation de service public avec Keolis. Alors on n'a pas... ça dépend du... On n'a pas d'éléments sur le volume, on verra bien. D'accord, ça n'a pas été intégré, le coût n'a pas été intégré dans la convention, non, parce qu'on ne veut pas... Enfin, si, bien sûr, quand, voilà, il y a eu des coûts qui ont été faits par les services, mais c'est absorbable pour la métropole et on ne veut pas poser une enveloppe parce qu'après, ça voudrait dire qu'au-delà d'un certain nombre de véhicules, donc non, il n'y a pas d'enveloppe. C'était la question subsidiaire. On a prévu à la fois un suivi très régulier parce que l'écueil pour l'autorité judiciaire, c'est souvent un peu l'oubli du véhicule saisi.
Donc là, je compte sur Dijon Métropole pour le faire savoir. dire régulièrement, attention, il y a tant de véhicules qui sont situés à tel endroit, il y aura de toute façon à minima un tableau trimestriel que je devrais renseigner, qui sera soumis par les services de la métropole et je devrais renseigner l'état de la procédure, de sorte que si un véhicule a été confisqué et puis qu'on a oublié d'aviser qu'il avait été confisqué, il puisse être très rapidement sorti du parc. Et la métropole avise à compter d'un certain nombre de véhicules, c'est 12 deux roues, 5 quads, et s'autorise, ça ne veut pas dire qu'elle le fera, mais à refuser au-delà. Ça pour évidemment limiter les frais, mais aussi pour assurer un roulement du parc. Quand vous parlez quad, vous parlez aussi voiture ou que quad? Oui, alors les voitures on l'appréciera au cas par cas. Il n'y a pas de limitation sur les voitures, mais comme c'est ce qui génère le plus gros coût, il y aura un suivi vraiment individualisé des véhicules automobiles. Et la vente des véhicules par les domaines, l'argent revient à l'État ou bien à la métropole? Est-ce que l'État pourrait dire qu'il pourrait se financer lui-même? Non, c'est l'État, d'accord. Mais c'est pas au tribunal. Ok, oui, j'imagine bien. Quelles sont les peines pénales de contravention pour les contrevenants au-delà de la confiscation des véhicules? Si on commet un rodéo urbain, quelle est la... Ça dépend largement des circonstances aggravantes. Il faudrait que je vous donne le détail que je n'ai pas en tête. Disons que la peine moyenne est une peine de 6 mois d'emprisonnement. Oui. Pourquoi 6 mois? Parce que c'est ce qui permet le recours à la comparution immédiate en matière de délit flagrant. D'accord. Donc le législateur a souhaité que ces infractions, même sans circonstances aggravantes, puissent relever de la comparution immédiate. On a beaucoup parlé de la vidéoprotection. Est-ce qu'on peut avoir juste des grandes lignes? Combien y a-t-il de caméras sur la ville de Dijon? Éventuellement, combien y en a-t-il dans le quartier? Alors, puisque ça évolue, puisque j'ai oublié de dire, mais effectivement, la dernière installée, on l'a installée à l'angle de la rue de Mirande et du boulevard Carnot, là où il y a eu effectivement le terrible accident. Voilà, je souhaitais, et je remercie les services qui ont été réactifs, que cette caméra puisse être posée avant la marche blanche, voilà, puisque j'avais eu l'occasion de recevoir le papa et la grand-mère du jeune. Comment dire, donc on est à combien? On en a posé encore 2 hier, donc 157. 157. Et 157 caméras de vidéoprotection. Comment? 157? 157, voilà. Et combien dans le quartier de la Fontaine-Douche? On est ici. 11. 11. Merci. Et c'est vrai que du coup, il y a eu une petite formation des personnes du CIVO pour les opérateurs pour justement bien capter les bonnes images pour qu'elles puissent ensuite être exploitées le mieux possible par l'OND ou par le parquet lors d'infractions sur ces rodéos. Donc c'est vrai qu'on a vraiment maintenant des agents qui savent bien parce que parfois ils n'ont pas de plaque, mais parfois ils n'ont pas de casque. Donc, ça permet de les identifier, donc c'est très dangereux pour eux, parce qu'ils risquent la vie des autres, mais ils risquent aussi leur propre vie. Non, c'est de les repérer, de les caractériser, les motos, couleurs, etc. Puis essayer de repérer là où elles circulent habituellement pour pouvoir donner un maximum d'informations aux services de police. Je poserais bien une question, moi. Est-ce que la Convention prévoit de retirer le scooter, même si la personne n'est pas propriétaire du scooter? Si c'est une location, si c'est un prêt? Alors, c'est pas la Convention, ça c'est la législation qui autorise le retrait de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, que la personne en soit ou non propriétaire. Mais les exigences jurisprudentielles font qu'un propriétaire de bonne foi ne peut être privé de sa propriété.
C'est-à-dire que si l'engin n'appartient pas au délinquant et n'a pas été prêté en connaissance de cause par un propriétaire de bonne foi, mais simplement il lui a dit je t'emprunte les clés, je vais acheter des cigarettes, là on peut procéder à la confiscation de l'objet qui n'appartient pas au délinquant. C'est important mais, ça. Mais s'il n'y a pas de propriétaire identifié, et c'est souvent le cas de ce type de véhicule, parce que non numéroté, non immatriculé, si le propriétaire l'a laissé sciemment au délinquant, ou si le délinquant est propriétaire du véhicule, il peut être saisi et confisqué. Je reviens sur l'armement des policiers municipaux. Une première étape va être franchie donc, le mardi 23 novembre avec l'armement en soirée. Est-ce que la ville réfléchit à l'armement tout au long de la journée ou c'est pour l'instant exclu? Alors, on a dit qu'on se laissait 6 mois d'observation avec l'armement de cette équipe de soirée. Et effectivement, ça a été annoncé aux policiers municipaux. Les raisons qui ont fait, on a armé l'équipe de soirée, notamment pour protéger les policiers municipaux, pour éventuellement intervenir en cas de force majeure, etc. Ça n'a pas lieu que de 19h30 à 2h30 du matin. On voit aujourd'hui que ça peut être utile sur l'ensemble de la journée. Donc bien entendu, dans un second temps, on se laisse 6 mois et après on engagera la formation pour les équipes de journée. Alors la nouvelle organisation fait qu'on va créer une brigade de... Alors je vous laisse donner... Si un groupe de soutien d'intervention, c'est une unité un peu mobilisée sur les problématiques de tranquillité publique. Donc une unité un peu spécifique qui aura vocation qui sera formée, mais qui aura aussi vocation à intervenir sur les problématiques de tranquillité publique de forte intensité. Et donc ce sera ensuite, au bout de 6 mois, en priorité ces agents. Et puis ça met du temps déjà, 12 agents, comme je l'avais expliqué, je ne sais pas si vous étiez là au dernier conseil municipal, le temps où on prend la décision et puis le temps où on reçoit l'arrêté de la préfecture, on peut les armer, il y a un temps voilà, qu'on contraint, mais sur faire les enquêtes administratives sur les agents, les enquêtes psychologiques, la formation qui prend un certain temps, et puis je rappelle, il faut aussi que les formateurs soient présents, il faut aussi pouvoir avoir un stand de tir, et je remercie d'ailleurs vraiment le président de l'association de tir qui a prêté voilà, les stands. Donc, voilà, donc, tout ça fait que on attend 6 mois, et puis ensuite ce ne sera pas l'ensemble d'un seul coup, mais on formera cette brigade, et puis à terme, effectivement, il y aura l'ensemble de la police municipale. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie. Vous m'avez dit c'était par là. Oui, je ne sais pas si vous voulez avoir une photo, peut-être. Excusez-moi, madame. L'original aussi. Non, parce que celle-ci, c'est pas l'original. Ouais, c'est pas l'original. Il n'y a pas de couleur. Ouais, c'est voilà. ça. Donc on vous... C'est le porte-parole. Allez. Voilà, c'est signé de M. le Président de la métropole. Merci, on fera quand même passer le temps. Oui, bien sûr. Et je vous diffuserai mes instructions au service de la police nationale sur la base originale.